Donc, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Avant de commencer, mon collègue et moi-même allons nous présenter. Donc, pour ma part, Mathieu Lemar, ergonome ingénieur pour la société TEA. Bonjour, et du coup, pour ma part, Baptiste Arbesti, ergonome aussi chez TEA. Pour l'organisation de ce webinaire, celui-ci va être divisé en deux parties. Une première partie d'une trentaine de minutes sur la présentation du sujet d'aujourd'hui qu'on va détailler un petit peu plus loin, et 30 minutes de phase d'échange pour répondre à vos questions-réponses. Vous avez sans doute dû le voir, en haut à droite de votre écran, vous avez un panneau de configuration avec une flèche orange. Si vous cliquez dessus, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. On vous mettra également à disposition un replay de ce webinaire. Un lien vous sera envoyé dès demain. L'objectif de ce webinaire, c'est d'échanger ensemble autour de deux grandes thématiques. D'une part, l'ergonomie et de l'autre, la réalité virtuelle. Et finalement, en quoi la réalité virtuelle constitue-t-elle un levier en ergonomie pour allier santé, sécurité et performance dès les premières phases de conception? Nous allons tenter d'apporter ensemble des réponses tout au long de ce webinaire. L'objectif est de partager, d'échanger nos expériences, nos pratiques, notamment en vous présentant des cas d'études auxquels on a été confrontés, où nous avons adopté une démarche nous permettant de simuler, tester et optimiser l'ergonomie des postes de travail de manière objective par la mesure, mais également en intégrant l'aspect subjectif, soit de par des entretiens ou alors le ressenti utilisateur. Concernant le déroulé du webinaire, il sera divisé en 4 parties. Un premier point qui sera un contexte introductif pour recentrer les débats un peu sur toutes ces nouvelles technologies. Ensuite, on vous présentera deux cas d'études. Le premier qui sera plutôt orienté sur l'aspect santé-sécurité et le deuxième sur le volet performance. Et enfin, une conclusion avec les points clés à retenir. Sur le contexte introductif, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter rapidement ce qui nous amène aujourd'hui à utiliser ces nouvelles technologies dans nos missions quotidiennes, dont la réalité virtuelle, qui sera le principal objet de ce webinaire. Donc, l'essor de l'industrie 4.0, ça nous a amené à penser différemment notre approche concernant les études. C'est pourquoi aujourd'hui, ces nouvelles technologies sont de plus en plus utilisées par les industriels pour la prévention des risques professionnels, pour allier les trois volets que sont la santé, la sécurité et la performance. Pour ceux qui auraient déjà suivi notre précédent webinaire, nous allons vous faire passer un petit sondage avec la question suivante. Connaissez-vous la différence entre réalité augmentée, réalité mixte et réalité étendue? Donc, normalement, le sondage doit apparaître sur votre écran et on va vous laisser quelques instants pour y répondre. Donc, les résultats sont plutôt partagés. Donc, sur la slide que vous voyez, on va essayer de déverminer un petit peu ce sujet en vous présentant le schéma de Milgram et Kishino pour introduire ce concept de réalité étendue. On va commencer par les réalités mixtes, qui est finalement une combinaison d'objets du monde réel et d'objets virtuels, mais qui n'inclut pas un environnement 100% réel. La réalité augmentée, ça consiste essentiellement à ajouter du contenu numérique dans un environnement réel. C'est utilisé aujourd'hui de plus en plus dans les jeux vidéo. Et dans les milieux industriels, c'est principalement utilisé dans le milieu de la maintenance pour rajouter des informations supplémentaires sur les procédures de démontage ou alors de changement de pièces. À l'inverse, on a la virtualité augmentée, qui consiste à ajouter du contenu physique dans un environnement virtuel. Donc finalement, la réalité mixte, ça englobe un large éventail de technologies qui vont de la réalité augmentée à la virtualité augmentée. Et en ajoutant l'environnement virtuel, la combinaison de tous ces environnements, donc la réalité mixte et l'environnement virtuel, constitue ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité étendue. Et donc, nous, l'objectif de ce webinaire, c'est de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est un environnement virtuel. Donc finalement, la réalité virtuelle, c'est la façon dont un environnement immersif peut nous tromper notre perception en nous faisant croire par l'intermédiaire d'un ou plusieurs sens que nous nous trouvons dans un endroit différent. C'est une technologie qui permet l'immersion d'un individu dans un monde artificiel créé numériquement, qui est soit une reproduction de quelque chose qui est réel, ou alors imaginaire. Mais on a plus le cas d'être dans des environnements qui sont dans du réel. Les deux technologies qui sont principalement utilisées aujourd'hui, c'est celles que vous voyez à l'écran. Donc, on a les casques de réalité virtuelle ou alors les systèmes UCAVE. On va vous les détailler un petit peu plus loin dans le webinaire. Les applications de réalité virtuelle aujourd'hui dans le milieu industriel,
Donc, ça participe à la numérisation des entreprises et on le retrouve principalement sur deux volets, le volet de la formation et le volet de la conception, toujours dans le but de pouvoir soutenir le processus d'innovation. Du côté de la formation, ça permet une réduction du temps et des coûts de formation, une meilleure rétention des connaissances et une meilleure mémorisation, et donc une meilleure perception de la qualité de la formation. Sur le volet conception, c'est plutôt une visualisation de prototype à l'échelle correcte, améliorer la collaboration à distance, donc un gain de temps et réduction des coûts de transport, puisqu'on peut être chacun dans des sites différents pour visualiser un même modèle, et des gains en ressources matérielles par rapport à une maquette physique traditionnelle. Et aujourd'hui, nous, on va faire le focus sur l'aspect de la conception. Donc, quand on parle de conception et d'ergonomie de conception, il y a 4 grandes familles qu'on peut retrouver. L'ergonomie des projets de conception, qui vont pour le coup concerner tout ce qui est une nouvelle ligne, une nouvelle usine, un nouveau bâtiment. L'ergonomie des postes de travail, qui concerne soit des aménagements ou des modifications de postes. L'ergonomie de produits, qui pour le coup est plus grand public, nouveaux téléphones, nouvelles télécommandes. Et enfin, l'ergonomie des IHM pour interface homme-machine, pour tout ce qui va être pupitre de commande, signaux lumineux, logiciels, etc. Et donc, comme vous l'avez compris, on va principalement se concentrer sur l'ergonomie des projets de conception et plus particulièrement sur l'ergonomie des postes de travail. Donc, si on s'intéresse maintenant aux avantages et aux limites de la réalité virtuelle et de l'ergonomie de conception, pour la réalité virtuelle, les avantages, c'est la facilité de modélisation des postes quand on a les compétences en interne, mais aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises ont des bureaux d'études qui modélisent les postes. Le fait que ce soit des cycles itératifs qui soient possibles et facilement réalisables, donc ça permet un gain de temps et un gain de coût. Et il y a également l'aspect pédagogique et visuel de l'outil qui est très intéressant à prendre en compte. Sur l'aspect santé et performance pour le volet ergonomie de conception, les avantages, ça va être d'avoir moins d'incidents et moins d'accidents, de diminuer les taux d'absentéisme et les taux d'erreur, et d'augmenter la motivation et l'application, puisque si les postes sont bien réfléchis et correctement pensés en amont, en intégrant le retour utilisateur, ça sera des postes qui seront plus confortables et forcément plus volontiers choisis par les salariés. Et sur le volet performance, l'avantage, c'est d'assurer la meilleure qualité et une meilleure productivité, de diminuer les taux d'erreur et bien évidemment d'avoir moins d'ajustements, donc moins de modifications à faire dans le futur, donc du coup moins de dépenses. Si on regarde les inconvénients, on va parler de motion sickness ou de cyber sickness qui peuvent s'apparenter un peu au mal des transports en fonction de la sensibilité de chacun. On réagit tous un peu différemment dans la réalité virtuelle. Aujourd'hui, ce qu'on a du mal aussi à quantifier avec la réalité virtuelle, c'est la reproduction du port de charge. Aujourd'hui, il est encore limité en réalité virtuelle, bien qu'il y ait de plus en plus d'outils et de technologies qui essayent de prendre en compte ce retour haptique au niveau du port de charge. Le sens qu'on a le plus de mal à reproduire, c'est la sensation de toucher avec les textures. On va avoir également une vision restreinte sur l'aspect organisationnel, dans le sens où quand on est sur notre poste de travail en réalité virtuelle, on va se focaliser sur le poste sur lequel on est et on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants des postes amont et aval. Donc, on peut être un petit peu biaisé de ce qui se passe en amont et en aval des postes. Et bien sûr, il y a l'aspect du matériel performant qui est nécessaire, que ce soit du côté matériel pour les caisses de réalité virtuelle ou alors avoir des PC suffisamment robustes pour pouvoir faire tourner les environnements de réalité virtuelle. Bien qu'aujourd'hui, la plupart des équipements commencent à s'aligner sur le prix du marché et commencent à devenir de plus en plus abordables. On va maintenant vous détailler pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'ergonomie de conception. Et au travers du schéma que vous voyez apparaître à l'écran, qui représente les différentes phases d'une étude de projet, on voit que quand on est dans la phase de faisabilité, c'est-à-dire la phase où on commence à intégrer les retours d'expérience et faire la détection des premiers risques ergonomiques, quand on dépense rien qu'1% de notre projet, on s'est déjà condamné 70% des dépenses futures. Et on voit que plus on avance dans le projet, plus on dépense réellement de l'argent, plus on se bloque les dépenses dans le futur. Et donc ça montre tout l'intérêt de prendre en compte l'ergonomie dès les phases de conception, car c'est en amont du processus qu'il y a le plus de flexibilité et c'est bien là tout l'intérêt de l'ergonomie pour faire bon du premier coup et intégrer le retour d'expérience du terrain, que ce soit des opérateurs, même des concepteurs, pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Ce qui nous fait une bonne transition vers la prochaine slide qui démontre, entre guillemets, on va dire, l'importance de la communication dans la conception.
et l'intégration du besoin utilisateur. Et le fait qu'entre chacune des parties, il faut toujours qu'il y ait de la communication, puisqu'on aura beau avoir la meilleure idée du monde, s'il n'y a pas de communication entre les différentes parties pour poser les fonctionnalités, le cahier des charges, ça ne fonctionnera pas comme on l'aura imaginé ou comme on l'aura voulu. D'où également l'importance de pouvoir sélectionner la bonne technologie la plus adéquate possible pour montrer les choses les plus importantes. Aujourd'hui, au niveau des solutions VR existantes qu'on peut utiliser pour faire de l'analyse de poste, il existe différentes familles pour la prévention des TMS. Le premier que vous voyez à l'écran, c'est les systèmes, on va dire, de Cave et de Powerwall qui permettent un environnement, on va dire, total immersif, dans le sens où vous allez être dans une pièce totalement fermée pour les systèmes les plus avancés, où vous allez avoir l'environnement qui va être projeté sur tous les murs, au sol et au plafond. Ça marche très bien pour des environnements immersifs. Par contre, ce sont aujourd'hui des systèmes qui sont très coûteux. Les autres familles, c'est l'utilisation de casques de réalité virtuelle avec des caméras. Quand on parle de caméra, c'est une caméra de profondeur qui a l'avantage d'avoir une rapidité de mise en place et une non-invasivité, mais qui perd un peu de mobilité dès qu'on veut observer des déplacements. Et nous, ce qu'on a choisi d'utiliser, c'est les casques de réalité virtuelle et la motion capture, donc l'utilisation de capteurs qu'on vient mettre sur les différentes articulations du corps pour mesurer tout ce qui est gestes et postures. Après, on ne va pas simplement s'arrêter à la motion capture, on peut également utiliser d'autres capteurs, comme par exemple de l'ECG pour tout ce qui est fréquence cardiaque, le GSR pour tout ce qui est état émotionnel, et grâce au couplage de ces différents capteurs, on va pouvoir basculer dans une analyse, on va dire plutôt multifactorielle du risque TMS et qui permet de t'ouvrir un large spectre de facteurs de risque. On peut également utiliser des eye trackers. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de systèmes de casques de réalité virtuelle qui sont équipés d'un eye tracker à l'intérieur, qui permettent de suivre le point de vue et le point de regard de la personne et qui nous permettent ensuite, pourquoi pas, d'identifier certaines stratégies dans les phases de maintenance pour savoir pourquoi est-ce qu'il va plutôt regarder cette pièce-là plutôt qu'une autre. On peut également intégrer aussi directement des casques EEG sur un casque de réalité virtuelle. Et enfin, la dernière technologie avec laquelle on est compatible, c'est l'utilisation d'une technologie haptique et de tracking des doigts qui va permettre justement d'essayer de quantifier un peu ce retour de port de charge en réalité virtuelle. L'avantage de la motion capture, c'est qu'on est très mobile, c'est-à-dire que s'il y a des déplacements à prendre en compte, là on n'est pas, il n'y a aucune limite et une certaine précision des données également. Et ce qu'on a choisi de développer, nous, comme application chez TEA, c'est celle que vous pouvez voir à l'écran, donc au nombre de 3. Donc, on a l'aspect revue de conception qui va permettre de visualiser et d'annoter en temps réel des modèles CAO et des environnements collaboratifs et immersifs. C'est-à-dire qu'on peut être sur 2 sites différents, quelqu'un basé à Paris ou quelqu'un basé à Nancy, et on pourra évoluer ensemble dans le même environnement virtuel. Le second volet, c'est l'évaluation des critères ergonomiques par la mesure, celui sur lequel on va se focaliser aujourd'hui, qui est la projection des utilisateurs dans l'environnement virtuel, la cartographie des contraintes et l'intégration des analyses dans le logiciel Captive, qui est aujourd'hui notre solution logicielle pour analyser de manière multifactorielle les risques TMS. Et le troisième volet est celui qui est étroitement lié avec le deuxième, donc c'est la modification et la validation du modèle CAO. Donc des modifications itératives en temps réel, c'est-à-dire qu'on a plongé une première fois l'opérateur, on a constaté ce qui n'allait pas, peut-être augmenter une hauteur, réduire la largeur du plan de travail. Donc, on peut faire ces modifications en temps réel, réinjecter tout de suite le modèle et réévaluer le poste, ce qui nous permet d'anticiper les contraintes liées à l'implantation des solutions. Merci Mathieu. Et maintenant, on va vous présenter du coup le cas d'étude numéro 1, principalement basé sur la santé et la sécurité au travail. Donc, tout d'abord, un petit point sur l'utilisation de la VR dans l'ergonomie de conception. Donc, on peut se poser plusieurs questions, donc notamment qui doit prendre part au projet. Donc, pour ça, on peut répondre qu'il faut qu'il y ait les concepteurs, les ergonomes, mais aussi les opérateurs qui sont les premiers concernés, par exemple, dans l'implémentation d'une chaîne de production. Ensuite, la question du lieu, qui est peu importante à partir du principe où on a une prise de courant. Donc, n'importe quelle salle peut être possible de faire la VR dans n'importe quelle salle à partir du moment où on a une prise de courant. Ensuite, il faut bien analyser les besoins, donc ce qu'on veut analyser. Donc, ça peut être les postures, l'accessibilité ou encore l'oculométrie ou plusieurs facteurs, comme Mathieu a pu vous le dire précédemment. Et pour finir, comment? Donc, avec l'équipement de l'individu, des capteurs et la solution VR,
Et côté logiciel, on a l'avantage d'avoir le passage direct de la CAO à la VR, qui fait gagner beaucoup de temps, notamment pour certains industriels qui ont déjà les modèles. Donc, la première étape, c'est la conception et une première modélisation donc, sur un logiciel de CAO. On a pu modéliser donc, une chaîne de production avec plusieurs machines, dont sur 2 d'entre elles, on va devoir effectuer des maintenances, donc accéder à des pièces, etc. Mais on va voir ça plus en détail par la suite. Ensuite, on a procédé à l'équipement de l'individu, où on place différents capteurs. Donc ici, c'est des capteurs motion pour faire la motion capture uniquement. Donc sur tout le corps pour avoir le tracking. Et ensuite, le casque de réalité virtuelle pour l'immersion dans l'environnement virtuel. Et on peut ajouter à cela aussi les contrôleurs pour avoir des interactions en fonction du besoin de l'étude. Donc ensuite, on est passé à la simulation de l'activité. Donc la simulation de l'activité, c'est où l'individu est immergé directement dans l'environnement virtuel et où il doit accéder à la pièce colorisée en verte que vous pouvez voir à l'écran. Donc l'individu a aussi un retour par rapport à son corps dans la réalité virtuelle, donc avec un avatar. Et ensuite, l'étape suivante, c'est l'analyse ergonomique, où du coup on peut étudier les différentes sollicitations. Ici, c'était sur les articulations principalement, donc les postures. Donc on peut voir avec l'avatar de droite les articulations se coloriser en fonction des sollicitations. Et enfin, donc une phase de discussion et de recherche de solutions qui est très importante, qui doit être collaborative et participative, afin de recueillir par exemple les retours d'expérience des opérateurs. Et ensuite, donc, une remodélisation en fonction des corrections qu'on veut effectuer pour que le poste soit adapté ergonomiquement parlant. Donc, ensuite, nous avons la deuxième simulation après les corrections. Donc, on a fait une ouverture sur le côté et on y a positionné un marchepied pour que l'opérateur puisse avoir plus d'accès sur la pièce sur laquelle il devait faire de la maintenance, donc la pièce colorisée en vert. Et ensuite, du coup, la comparaison avant et après les résultats. Ça va s'afficher à l'écran. Voilà, donc on peut voir à l'état initial que les sollicitations principales, c'était du côté de l'épaule gauche, du poignet gauche et du dos. Que aussi le travail est totalement asymétrique puisque le côté droit n'est pas du tout sollicité ou très peu. Et après modification, on peut voir que ces sollicitations diminuent d'environ 50% pour le dos et l'épaule gauche, ce qui est très bien. Mais par contre, en contrepartie, on a augmenté les sollicitations au niveau de l'épaule droite et du poignet droit. Mais ces résultats sont annoncés par le fait qu'on ait rendu la tâche symétrique, donc qui est moins pénalisante pour l'individu. Donc une autre représentation des résultats, donc avec en bleu le graphique donc, à l'état initial et en vert le graphique après les corrections. Et le polygone en rouge qui représente les seules limites. Donc on peut voir que après modification, les seules articulations qui dépassent ce seuil sont les poignets. Et donc pour pouvoir passer en dessous de ce seuil, il faudrait revoir complètement l'activité et la modifier. Et donc, pour synthétiser, c'est une méthode qui est cyclique où on peut faire plusieurs cycles itératifs. Et donc, ça part d'une première modélisation de l'équipement de l'individu. On simule ensuite l'activité, on effectue l'étude ergonomique et puis on effectue le travail collaboratif, donc de discussion, de recherche de solutions. Et on peut répéter cela plusieurs fois. Donc maintenant, je vais vous présenter un autre cas d'application, toujours avec le même principe, donc la VR, l'emotion,
mais on a introduit aussi la notion de eye tracking, donc qui va permettre du coup de traquer le regard de l'individu afin d'observer les zones d'intérêt. Et donc à cela, on va pouvoir étudier donc le temps de fixation dans ces zones d'intérêt lorsque l'opérateur effectue ou prend une posture, adopte une posture qui peut être contraignante. Donc là, en l'occurrence, on a voulu regarder donc, ce que l'individu regardait quand le participant se penche. Et on peut voir que c'est majoritairement la boîte en carton et ensuite le chariot, par exemple. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse sur les différentes technologies qu'on peut mettre en place et les différentes applications disponibles du coup à la VR dans l'ergonomie de conception. Donc ensuite, les bénéfices de cette étude, ce sont des coûts de modification moindres, une facilité de modification accrue puisque tout se fait sur logiciel. On a aussi la réduction du temps de mise en place et l'absence d'arrêt de production lié aux modifications, puisque si on doit modifier des choses sur la chaîne de production, on est obligé d'arrêter temporairement la production, au moins pendant les modifications. Et ensuite, le point qu'il faut retenir, qui est très avantageux, c'est le travail collaboratif et participatif avec toutes les parties, afin de recueillir les retours utilisateurs et les retours d'expérience. Donc maintenant, concernant le deuxième cas d'étude, donc principalement basé sur la performance. Donc tout d'abord, la performance, qu'est-ce que c'est? Donc la performance, c'est un équilibre entre la qualité et la productivité. Les bénéfices de la performance, ils sont nombreux, je vais en citer que quelques-uns, mais par exemple, il y a l'image de marque, un meilleur fonctionnement de l'entreprise et donc une meilleure maîtrise du processus de production, qui permet notamment de laisser de la place pour l'innovation et la recherche. Des gains financiers évidents et aussi des gains psychologiques, puisque produire des bons produits et à bonne cadence donne un meilleur moral et une envie de travailler qui est supérieure. Donc nous, pour la simulation du coup de l'indicateur de performance en industrie, on a voulu montrer du coup plusieurs flux, donc en faisant varier les vitesses de défilement des bouteilles. L'individu devait identifier donc les rebuts produits. Et l'objectif ensuite, c'est de comparer du coup entre le nombre de rebuts qui étaient produits, donc qui sortaient de la machine, et le nombre de rebuts identifiés. Et donc à la fin, ça nous donnait un taux de rebut que l'opérateur laissait passer et que on avait pour objectif d'être en deçà de ce taux de rebut. Et donc tout ça, c'est dans le but d'avoir un flux optimal tout en préservant du coup la santé et la sécurité de l'opérateur. Donc les résultats, donc, on a pu voir du coup l'influence de la vitesse de défilement sur le taux de rebut. Donc on peut voir que aux alentours de 4200 unités par heure, légèrement au-dessus de 3600, pour les trois individus, on est à plus de 5% de taux de rebut. Donc c'était notre objectif. Du coup, notre vitesse optimale est de 3600 unités par heure. Donc les bénéfices et les gains de cette application, c'est principalement l'optimisation des flux, donc entre la qualité et la productivité, la détermination du meilleur rendement et la réduction des taux des erreurs. Aussi, on a moins d'ajustements et de modifications, donc moins de dépenses en physique. Et comme pour la première étude de cas, on retrouve le travail collaboratif et participatif avec toutes les parties qui est très important et qui est essentiel dans l'ergonomie de conception. Maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu. Merci Baptiste pour la présentation de ces études de cas. Et donc pour terminer sur ce webinaire, on voulait vous mettre les 4 points clés à retenir vis-à-vis de ce webinaire. C'est que de par l'utilisation de ces technologies innovantes que sont la réalité virtuelle ou encore la motion capture et les autres capteurs, ça permet de faire bon du premier coup grâce au cycle itératif, c'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité de répéter plusieurs fois différentes possibilités, différentes solutions afin de trouver le meilleur compromis dans le but d'allier la santé, la sécurité et la performance en couplant des analyses posturales, des analyses physiologiques. On s'intéresse aussi beaucoup au retour utilisateur dans le sens où quand on est dans l'environnement virtuel, on va toujours aussi demander le ressenti de l'opérateur qui est à l'intérieur pour dire lui comment est-ce qu'il se sent
Est-ce qu'il y a des choses qui verraient modifier la hauteur, la profondeur, l'accessibilité à certaines pièces? Et le fait de le faire par la mesure, donc l'ergonomie par la mesure, ça permet d'avoir vraiment des arguments qui sont factuels, qualifiés, chiffrés et visuels, et qui permettent, on va dire, d'administrer la preuve. Et c'est vraiment une aide à la décision, notamment quand vous devez discuter avec la hiérarchie, la direction, pour choisir telle ou telle solution. Bah, le fait d'avoir ces éléments objectifs et quantifiables, bah, ça va vous permettre de faire plus facilement votre choix vers telle ou telle solution. L'autre aspect qu'on a un peu évoqué tout au long de ce webinaire, c'est la sensibilisation des équipes. Le retour visuel instantané, bah, ça permet une prise de conscience plus facile des équipes et ça les accompagne aussi plus rapidement et plus facilement dans le changement. Et enfin, le point d'orgue, c'est vraiment l'intégration de l'homme au cœur de la démarche ergonomique et du processus de conception. De par la démarche participative et itérative pour co-construire les solutions, pour toujours avoir en tête d'allier les trois volets qu'on essaye de joindre en ergonomie, qui sont la santé, la sécurité et la performance, et aussi l'aspect de réduction des coûts sur le long terme, puisque si on fait un poste bon du premier coup, on sait qu'il va rester plus longtemps en place et qu'il y aura moins d'ajustements à faire sur le poste. Et on voulait terminer insister sur le fait que l'ergonomie doit être intégrée le plus tôt possible. Donc, c'est une autre présentation que celle qu'on a pu voir un petit peu avant dans le webinaire, qui vous montre que c'est pendant les phases d'intégration des retours d'expérience et la détection des premiers risques ergonomiques que les modifications sont les plus faciles à faire et les moins coûteuses, et que c'est donc là qu'il y a tout l'intérêt et la flexibilité pour agir sur le projet, et c'est là toute la valeur ajoutée de l'ergonomie. On voit bien que pendant qu'on est quand le poste est déjà implanté et qu'on fait des améliorations de type corrective, donc quand le poste est déjà présentement physique sur la ligne, bah, on n'a pas beaucoup de flexibilité pour agir dessus, et forcément la moindre modification qu'on va vouloir faire va coûter énormément cher. Donc, on en a terminé pour la présentation, la première partie de ce webinaire. On va maintenant passer à la phase d'échange avec les questions-réponses. Si jamais vous voulez nous poser d'autres questions ou qu'elles ne vous viennent pas tout de suite, qu'elles vous viennent plus tard, vous avez nos coordonnées en bas, donc vous pouvez, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on sera ravis de répondre à vos interrogations. Et concernant le replay qui vous sera envoyé demain, n'hésitez pas à nous faire savoir également si vous n'avez pas reçu le lien. Merci à tous pour votre attention. Merci. Du coup, il y a une première question qui nous demande s'il est possible d'avoir en temps réel l'analyse ergonomique et la vue depuis la réalité virtuelle. Alors, comme vous avez pu le voir, quand Baptiste a fait passer la méthode et la vidéo de l'analyse ergonomique, effectivement, on peut avoir en temps réel la vue de l'avatar et également ce que voit la personne dans l'environnement virtuel, ce qui rajoute une facilité aux personnes pour bien comprendre ce que fait la personne dans la réalité virtuelle plutôt que de la voir d'un point de vue extérieur où on la voit simplement bouger. Là, on la voit vraiment immergée dans l'environnement, donc c'est plus facile pour comprendre ce qu'elle fait et pourquoi pas réaliser des chroniques d'activité derrière. Donc, moi, j'ai une autre question. Donc, avec quel logiciel de CAO êtes-vous compatible? Avec le partenariat qu'on a pu avoir chez TVA, on est compatible avec la majorité des logiciels de CAO, donc que ce soit Katia, SolidWorks, Enix, etc. Mais aussi, je mets un point d'honneur sur le fait qu'on n'est pas uniquement compatible avec des logiciels de CAO. On peut être compatible avec des viewers ou encore avec Unity pour créer des applications VR. Une autre question qui est de savoir comment est-ce qu'on obtient l'environnement virtuel, donc qui est en lien avec la question précédente. Donc, comme vient de vous le dire Baptiste, on peut passer dans l'environnement virtuel via la CAO, donc très facilement. Ça peut se faire en un clic avec les partenaires qu'on a aujourd'hui. Donc, vous avez votre modèle CAO, on l'injecte dans un viewer qui nous permet de voir l'environnement virtuel, et ensuite on a simplement besoin d'équiper la personne avec le casque de réalité virtuelle. Si jamais on veut faire juste de la vue collaborative, on n'a pas besoin d'équiper avec les capteurs. Et si vous voulez faire des analyses ergonomiques, vous pouvez aller un petit peu plus loin et équiper la personne comme on l'a vu tout au long de ce webinaire.
Et une dernière question qui vient d'arriver, qui nous demande est-ce qu'on peut être à plusieurs dans un même environnement? Donc effectivement, là, on vous a montré simplement une partie des applications qu'on propose, qui est de réaliser des études ergonomiques. Mais on a également un volet de revue de conception où on peut être à plusieurs dans un environnement virtuel, c'est-à-dire qu'on peut être tous autour d'une même table, avoir un casque de réalité virtuelle et se projeter dans l'environnement virtuel. Et on peut également avoir l'autre aspect, où on peut être sur des sites différents, hein. Donc quelqu'un qui peut être à l'autre bout de la France, enfin quelqu'un dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, et chacun peut se rejoindre. Donc indépendamment de l'endroit où ils sont, ils vont être immergés au même endroit de la réalité virtuelle, par exemple pour un modèle sur une voiture où chacun va faire le tour de la voiture, voir les remarques qu'ils peuvent en faire, les modifications qui pourraient être apportées. On n'a pas plus des questions pour le moment. Si vous souhaitez encore poser quelques questions, n'hésitez pas, on a encore du temps. On vous remercie tous pour votre attention, votre participation. On espère que vous avez trouvé ce webinaire intéressant, constructif et interactif. Et on vous souhaite à tous une excellente fin de matinée et une bonne journée.